Et pour ouvrir ce grand angle, on va se rendre au Kenya et plus exactement à Webuye, dans l'ouest du pays. Là-bas, les hommes ont préservé une coutume ancestrale, celle de se faire circoncire. Alors au-delà du symbole de virilité, les médecins locaux l'encouragent pour lutter contre le sida. Reportage. Des chants et des danses traditionnelles, les festivités commencent. Ces jeunes hommes bravent le froid pour se préparer à l'ablation. Dans cette communauté Tachoni, membre de la tribu des Luya, la circoncision est une étape obligatoire pour passer à l'âge adulte. Après avoir été circoncis, vous ne verrez plus ce jeune homme dans les jupes de sa mère. Une fois guéri, il sera assis avec son père. Il aura désormais vécu la même chose que son père. Au lever du soleil, les adolescents sont plongés dans l'eau puis couverts de boue pour engourdir leur corps. Intimidation, insultes, les candidats doivent être endurcis avant d'affronter l'opération. Aucun anesthésiant n'est utilisé. Les garçons lèvent les yeux au ciel alors que l'expert en circoncision coupe leur prépuce. C'est un jour très important pour les garçons de la communauté Luya. Une fois qu'un enfant est circoncis, nous pouvons le protéger de beaucoup de choses. L'enfant ne sera plus malade et en plus, si un enfant a toujours son prépuce, dans notre communauté, on considère cela comme de la saleté. Donc nous nous devons de l'enlever pour que l'enfant soit propre. Une fois l'opération effectuée, les garçons se sentent métamorphosés. Nous venons d'être circoncis, nous nous sentons super bien. Avant, nous avions peur des hommes. Aujourd'hui, nous pouvons les affronter. Au Kenya, 40 des 42 tribus pratiquent la circoncision. Pour certains, c'est un rite traditionnel, pour d'autres, une nécessité médicale. En 2008, le gouvernement kényan a lancé un programme de circoncision masculine médicale volontaire pour lutter contre la propagation du sida. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la circoncision réduit de 60% le risque d'infection du VIH. Nous proposons ce service aux communautés qui ne pratiquent pas habituellement la circoncision. D'ailleurs, ce sont ces communautés où la prévalence de VIH est la plus élevée dans le pays. Les rites de circoncision traditionnels ont évolué au fil des années. Aujourd'hui, un nouveau couteau est utilisé pour chaque opération. Et passer à l'âge adulte a changé de signification aussi. Ces jeunes hommes participent à leur manière à la réduction de propagation du sida dans leur pays. Alors Jonathan Serrero, on parle beaucoup des personnes qui sont contaminées, mais celles qui sont porteuses du virus et qui ne le savent pas, on en parle beaucoup moins. Oui, et Valérie, les chiffres que vous allez entendre semblent en tout point irréels. Figurez-vous que 40%, soit 14 millions de personnes à travers le monde, ne savent pas qu'ils sont atteints du virus du sida. Ces chiffres viennent d'être publiés juste hier par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre le sida. En outre, un porteur du sida sur 7 dans l'Union européenne ignore aussi son état. Près de la moitié des cas en Europe sont diagnostiqués à un stade trop tardif. D'après les offices de santé de Bruxelles, le virus est détecté environ 4 ans après, donc bien trop tard. On va écouter tout de suite le directeur du département SIDA de l'OMS s'interroger sur les moyens novateurs de rendre les tests disponibles pour tous. Beaucoup de gens reçoivent un traitement tardif parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Et c'est évidemment quelque chose à quoi on doit s'attaquer. C'est quelque chose que ma collègue, le docteur Bagale, va aborder plus en détail. Comment pouvons-nous vraiment trouver des façons novatrices de rendre les tests disponibles pour les personnes qui, pour l'instant, ne peuvent pas se faire tester? Et justement, Jonathan, en France, on est en train d'imaginer des méthodes plus rapides pour augmenter le diagnostic de la maladie. Alors en France, on aime dépister, Valérie. Le dépistage atteint même un niveau assez élevé par rapport aux voisins européens. Sauf que cela concerne uniquement 5,4 millions de personnes, donc pas tout le monde. Et ce dépistage est effectué par toujours les mêmes personnes, soit les homosexuels, soit les bisexuels. L'État avait préconisé en son temps le dépistage généralisé à toute la population française. Sauf que les médecins ne jouent pas le jeu et sont encore réticents à prescrire des tests VIH. En tout cas, il existe déjà des tests pour savoir si on est oui ou non porteur justement du virus.
Oui, des tests existent. Il existe aujourd'hui des tests automatiques, des tests qui en une vingtaine de minutes, on est capable de se rendre compte de si on est oui ou non porteur aujourd'hui du VIH. Et il y a l'autodépistage qui est aussi préconisé par l'OMS. Alors on va maintenant partir en Inde. Une transfusion sanguine là-bas peut vous coûter la vie. En cause le manque criant d'organisations d'antisystème du don de sang, aucun examen n'est effectué sur les donneurs, notamment dans les régions les plus reculées du pays, l'Inde, qui souffre aussi de l'existence d'un marché parallèle de donneurs payés pour leur sang. Alors toutes les explications, c'est tout de suite et c'est avec Andrea Benisti. 2 enfants qui jouent avec leurs mains. La situation peut paraître normale, pourtant l'un d'eux est gravement malade. Arushi Mishra a 7 ans. Elle souffre de thalassémie, une forme d'anémie héréditaire répandue dans les pays d'Asie. Pour se faire soigner, la petite fille et sa mère se sont rendues à l'hôpital où elle a pu recevoir un don du sang. Mais la mère de l'enfant voit très vite l'état d'Arushi s'aggraver. Diagnostic, la fillette a contracté une maladie sanguine à cause de la perfusion. Elle souffre déjà de thalassémie. L'hépatite C est un problème supplémentaire. Je suis choquée, triste, inquiète à cause de ça. Je vais partout chercher un traitement pour elle. Arushi fait partie de quelques 2000 personnes ayant contracté une maladie suite à une transfusion dans les 17 derniers mois. Les experts dénoncent le manque de contrôle des perfusions, en majeure partie en zone rurale, considérées comme les plus pauvres. Aujourd'hui, les tests réalisés sur les donneurs ne garantissent pas de leur fiabilité. Pire, se faire perfuser présente un grand risque d'être contaminé. Parfois même les familles ne veulent elles-mêmes pas faire don de leur sang ou leurs amis ne sont pas disponibles pour des dons. Donc elles ont recours à l'aide de donneurs professionnels, elles paient des gens pour qu'ils donnent leur sang. Il y a plus de chances qu'ils aient une infection. Des défaillances dans le système de don du sang justifiées par la présence du marché noir. Un marché alimenté par les Indiens en difficulté, une population qui n'hésite pas à donner son sang pour de l'argent. Alors si les traitements anti-sida sont encore au stade de l'expérimentation, le dépistage de la maladie, qui a fait énormément de progrès, demande évidemment à être affiné. Il s'avère en effet que les jeunes filles et les adolescentes ne sont pas assez conscientes des dangers alors qu'elles représentent le plus grand groupe à risque. Maurice Fergan. Oui Valérie, en 2015 par exemple, dans le monde, environ 18 millions de femmes de 15 ans et plus vivaient avec le VIH. 51% de toute la population d'adultes vivant avec ce virus. Toujours à l'échelle mondiale, environ 2,5 millions d'adolescentes et de jeunes femmes vivaient avec le VIH. 60% de toute la population de jeunes filles de 15 à 24 ans qui vivent avec le VIH. Principale raison dangereuse pour les jeunes adolescentes, région dangereuse pour les jeunes adolescentes, l'Afrique subsaharienne. Écoutez. Autour de cette communauté, je sens qu'il y a beaucoup d'ignorance et aussi les gens sont très timides d'aborder ce sujet. Pour eux, le sida est un tabou. Oui, c'est une maladie qui nous affecte d'une mauvaise façon, mais en parler et ne pas être timide peut vraiment nous aider, mais ça ne se passe pas. Voilà, alors pour les jeunes filles, pour les responsables des Nations Unies, le passage des jeunes filles à l'âge adulte constitue la période particulièrement dangereuse. Les autorités veulent donc lancer une approche basée sur le cycle de la vie. Écoutez un de ses responsables. Nous voyons dans de nombreux endroits aujourd'hui des infections croissantes chez les adultes. Nous voyons des infections croissantes chez les filles adolescentes. Nous devons prendre ces nouvelles infections très au sérieux si nous ne voulons pas être surpris par un rebond de l'épidémie. Et parlons d'Israël, Maurice Fergan. Est-ce que les jeunes femmes ont l'habitude de se faire contrôler ou dépister ? Peu. Aujourd'hui, il y a en Israël 9000 femmes porteuses de l'HIV, mais le sondage effectué par le Centre de lutte contre le sida montre également que 66% de la population majeure n'a jamais effectué de contrôle VIH. On suppose donc qu'il y a de nombreuses femmes israéliennes porteuses du virus et qui ne le savent pas. Alors, selon les études menées par le Centre de recherche de Tel HaShomer, 435 cas ont été identifiés en 2015. C'est le nombre moyen de cas enregistrés chaque année, 30% d'hommes et 70% de femmes. Si l'approche basée sur le cycle de vie est adoptée, dans les 5 ans, il y aura donc plus de femmes avec le HIV que d'hommes en Israël.
Et un vaccin contre le sida, le serpent de mer, qui dure depuis l'apparition de la maladie, il y a un peu plus de 30 ans. C'est cette fois-ci des médecins sud-africains qui pensent avoir trouvé le remède miracle. Des tests ont déjà été effectués sur plusieurs milliers de patients, toujours dans l'attente des résultats. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. Dans cette fiole, voici le HVTN 702. Il constitue l'ultime espoir de quelques millions de Sud-Africains touchés par le virus du sida. 5400 volontaires l'ont déjà testé dans un laboratoire du nord de la capitale Pretoria. Les patients ont entre 18 et 35 ans. Répartis sur 15 sites différents d'Afrique du Sud, ils vont bénéficier de suivis médicaux réguliers pendant 4 ans. En cas de succès, son application pourrait endiguer considérablement la propagation de la maladie, véritable gangrène en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est la plus touchée par l'épidémie de VIH. Nous avons le nombre le plus important de cas dans notre pays. Oui, nous avons pris des mesures, mais ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers de lancer cette étude HVTN 702, parce que ça marque le début d'une nouvelle ère. Si ce vaccin est sûr et efficace, il pourrait aider à sauver des millions de vies sud-africaines. Identifié dans les années 1980, le virus du sida a résisté à 30 ans de vaines recherches. Les experts tablent sur un taux de réussite d'environ 50%. À l'origine de ce vaccin, une cellule souche importée de Thaïlande, déjà testée en 2009 sur près de 16 000 patients. Malgré les résultats encourageants en Asie, le test expérimental suscite les réticences. Pour certains, participer à ce test, c'est en quelque sorte montrer la marche à suivre. Dans notre communauté, beaucoup de gens sont séropositifs et j'ai décidé de participer à cet essai parce que je vois le grand nombre de gens autour de moi qui vivent avec. Un vaccin qui pourrait porter le coup de grâce à un virus qui a atteint 7 millions de personnes en Afrique du Sud. Environ 2,5 millions de personnes sont infectées chaque année dans le monde.